Que faut-il retenir de l'actualité européenne et internationale ce mardi 7 novembre? Voici en 16 minutes ce dont nous avons choisi de vous parler. Bonsoir et bienvenue dans Euronews Soir. À la une, le flop de Donald Trump aux élections de mi-mandat. Il aura désormais affaire à une opposition musclée à la Chambre des représentants. De nouveaux visages émergent dans les rangs des démocrates et il y a là beaucoup de femmes. Nous vous présenterons quelques-unes de ces étoiles montantes. À 4 jours du centenaire de l'armistice et comme chaque jour, cette semaine, nous reviendrons sur un aspect de la Grande Guerre. Ce soir, la vie dans les tranchées racontée par des vétérans. Et puis nous reviendrons sur le soulagement des familles de ces collégiens libérés au Cameroun 2 jours après leur enlèvement. Donald Trump va donc goûter à la cohabitation. Si les républicains gardent la main au Sénat, ce sont les démocrates qui s'imposent à la Chambre basse. Une opposition qui pourra lancer des enquêtes ou bloquer le financement du mur à la frontière mexicaine. Le point avec Cyril Fourneris. Les midterms ont tenu leurs promesses. Alors que le dépouillement touchait à sa fin, l'heure était déjà à la fête au Parti démocrate américain. Demain sera un jour nouveau aux États-Unis. L'opposition a pris mardi le contrôle de la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat. Mais les démocrates échouent à renverser le Sénat, où les républicains assoient même légèrement leur emprise. Symbole de la résistance du parti de Donald Trump contre la possible vague bleue, son ancien adversaire aux primaires, Ted Cruz, réélu au Texas face à l'une des étoiles montantes démocrates. Le Texas s'est rassemblé derrière un programme de bon sens. Étouffant la perte de la Chambre basse, Donald Trump s'est félicité d'un immense succès. Sa porte-parole développe. Ce fut une belle soirée pour le président. Les candidats l'ont soutenu, lui et sa politique. Et il a fait campagne et travaillé dur pour eux. Ça a payé ce soir. Ton similaire de la conseillère de Donald Trump, visiblement soulagée d'avoir assuré l'essentiel, garder le contrôle de la Chambre haute du Congrès. C'est remarquable et même historique. 2 ans après avoir écrit l'histoire de manière énorme, nous gagnons des sièges au Sénat américain. Verdict, les républicains comme les démocrates revendiquent la victoire de cette campagne cruciale. Centrée sur les enjeux de santé, d'immigration et de commerce, elle était surtout pour Donald Trump qui ne cache pas ses ambitions pour 2020, un premier test de sa popularité. Et en effet, si les thématiques de campagne ont bien intéressé certains citoyens, d'autres n'avaient que le président en tête devant l'urne. J'aime le président Trump, je prie pour mon président tous les jours. Ce n'est pas le plus grand être humain du monde, mais il est efficace. Il fait avancer les choses. La politique anti-immigration du locataire de la Maison-Blanche, qui a émis le projet de supprimer le droit du sol, a mobilisé certains électeurs en faveur des démocrates. Melvin Ruby Avila, fils d'immigrés de 19 ans, votait pour la première fois. C'est très triste. Je pense que ce n'est pas ça l'Amérique. Quand j'ai entendu ce qu'il a dit sur moi, je l'ai pris personnellement. Trump a favorisé la peur et l'extrémisme dans ce pays, a favorisé la montée du fascisme. La perte de la Chambre des représentants est un coup dur pour les républicains, dont les réformes risquent d'être gênées jusqu'à la fin du mandat de Donald Trump. À l'issue de ces élections de mi-mandat, voici la nouvelle composition des 2 assemblées aux États-Unis. La Chambre des représentants, totalement renouvelée, passe sous contrôle démocrate avec 230 élus. Les républicains ne sont plus que 205. Au Sénat, seuls 35 sièges étaient en jeu. Les républicains accroissent leur contrôle de cette institution en gagnant 2 sièges pour être désormais 52. Le Parti démocrate voit lui son nombre de sénateurs réduit à 43. 9 femmes élues gouverneurs, près de 100 élus à la Chambre des représentants. La politique américaine se féminise et une nouvelle garde démocrate émerge. Voyez ce sujet. Elle avait ébranlé l'establishment démocrate en remportant l'investiture de son parti. Alexandria Ocasio-Cortez a été élue à New York et sera la Benjamine du futur Congrès à 29 ans.
Son ascension fulgurante n'est que l'un des nombreux succès féminins de cette élection. Autre arrivée fracassante au Congrès, celle d'Ilhan Omar, la représentante élue du Minnesota. Elle cumule les premières et symbolise l'évolution de la nation américaine. Je serai la première femme de couleur à représenter notre État au Congrès. Je serai la première femme à porter un voile pour représenter notre État au Congrès. Je serai la première femme réfugiée élue au Congrès. Et l'une des premières femmes musulmanes élues au Congrès. Stacey Abrams, candidate démocrate en Géorgie, a en revanche été battue d'après les derniers résultats par le conservateur Brian Kemp, mais elle refuse pour l'instant de reconnaître sa défaite. La démocratie ne fonctionne que lorsque nous travaillons pour elle, quand nous nous battons pour elle, quand nous l'exigeons. Et aujourd'hui, quand nous faisons la queue pendant des heures devant l'urne, c'est là que la démocratie fonctionne. 10 ans après la mort du dernier poilu français, nous avons voulu faire revivre les témoignages des combattants qui ont vécu l'horreur de la Grande Guerre. Dans ces archives, ils racontent les tranchées. La guerre de 14-18 et la violence au quotidien pour les combattants. Une guerre qui a hanté la vie de ces survivants qui en racontent l'horreur des années plus tard. Nous étions plus de 800 et je crois que seulement une centaine est revenue. On nous avait dit que toutes les troupes allemandes seraient anéanties et qu'il y aurait très peu d'Allemands ici après le bombardement. Mais ce qu'ils ont fait, ils sont descendus dans leurs tranchées et dès que le bombardement a pris fin, ils sont montés. Ils ont mis leurs mitraillettes en place et ont tout simplement abattu notre peuple. On jouait aux cartes dans la tranchée et en jouant aux cartes, il y avait le partenaire avec qui vous étiez qui tout d'un coup prenait dans un bombardement, foutait le camp, c'est fini, il était mort. On n'attachait plus une importance extraordinaire à la perte de quelqu'un. C'est à cause de la violence des bombardements que les combattants ont été forcés à s'enterrer dans des tranchées. Ce vétéran se souvient de conditions de vie particulièrement difficiles. C'était une vie impossible à vivre. On avait des poux, on ne se lavait pas. Et l'hiver, il y avait de la boue à n'en plus finir dans les tranchées. Des témoignages rares et précieux, le dernier poilu français, Lazare Ponticelli, s'est éteint en 2008. À Marseille, le bilan s'est encore alourdi 2 jours après l'effondrement de 3 immeubles. Et les habitants du quartier de Noailles sont nombreux à dénoncer la vétusté des habitations. Marseille endeuillée, Marseille en colère. Après 2 jours et 2 nuits de recherche, 6 corps, ceux de 2 femmes et de 4 hommes, ont été retrouvés sous les décombres de la rue d'Aubagne. Les secours craignent de trouver d'autres victimes dans les ruines des 3 immeubles qui se sont effondrés lundi. Manquent encore à l'appel 5 habitants et 3 visiteurs du numéro 65 de la rue. Parmi les victimes, 3 ont été identifiés comme étant des locataires de ce numéro de la rue d'Aubagne. Les habitants de ce quartier très populaire sont en colère. Ils estiment avoir été abandonnés par la mairie. 2 des immeubles étaient condamnés, le 3e avait fait l'objet de plusieurs alertes. Frédéric habite en face des immeubles effondrés. Les pompiers sont déjà intervenus sur cet immeuble qui s'est effondré parce que la cour intérieure s'est effondrée. Ils ont fait évacuer tous les locataires, les gens par la fenêtre. Donc j'ai la vidéo, voilà, ils avaient bloqué la rue pendant une après-midi. Et aujourd'hui, ben voilà. Mais c'est pas faute de l'avoir dit. Dès la catastrophe, les autorités françaises avaient annoncé que les recherches pourraient durer plusieurs jours, les décombres entassés atteignant près de 15 mètres. C'est l'un des pays les plus pauvres au monde, un pays où les crises politiques se succèdent depuis des décennies. À Madagascar, c'était aujourd'hui le premier tour de la présidentielle. 3 anciens présidents partaient favoris. Le récit d'Arnaud Richard.
Le vote pour le premier tour de la présidentielle est désormais clos à Madagascar, l'un des pays les plus pauvres au monde. Pendant la journée, de petites files d'attente se sont formées devant les bureaux de vote de la capitale, Antananarive. Le vote s'est déroulé de manière pacifique dans ce pays à l'histoire politique mouvementée, où les coups d'État ont succédé aux crises ces dernières années. J'attends qu'il y ait un président élu et que la communauté internationale puisse enfin accepter que Madagascar a un président élu qui a une stabilité politique pour notre pays. J'attends de l'élection un changement parce qu'on est dans la difficulté. Voilà ce que j'attends. 10 millions de Malgaches étaient appelés à départager les 36 candidats de cette élection, parmi lesquels 3 anciens présidents. Les 2 frères ennemis de la politique malgache font leur grand retour. Marc Ravaloman, président de 2002 à 2009, et Ange Radzouel, président de 2009 à 2014, s'opposent à nouveau dans les urnes, alors qu'en 2013, la communauté internationale les avait empêchés de se présenter après les violences politiques de 2009 qui avaient fait une centaine de morts. Razonarimanpion, le président imposé par l'armée en 2014, est lui candidat à sa succession après avoir démissionné il y a quelques semaines pour mieux se présenter. Si aucun candidat ne l'emporte à l'issue de ce premier tour, les 2 arrivés en tête se retrouveront pour un second tour le 19 décembre. Au Cameroun, cela fait près de 2 ans que les séparatistes anglophones sont en conflit avec les autorités et les enlèvements se multiplient. Des dizaines de collégiens enlevés lundi ont finalement été libérés. Un dénouement heureux pour cette fois du moins. C'est un incommensurable poids en moins pour ces parents camerounais. Leurs fils ont été retrouvés et libérés 2 jours après leur disparition. Ils étaient 78, un professeur est resté entre les mains des kidnappeurs, un autre homme, chauffeur des élèves, a été libéré. L'église presbytérienne du Cameroun et les autorités ont précisé ce matin que cet enlèvement de masse avait été précédé d'un autre de moindre importance perpétré le 31 octobre. Ces kidnappings distincts avaient eu lieu dans une école protestante, la Presbyterian Secondary School de Babenda, dans la région anglophone du nord-ouest du pays. Dans une vidéo obtenue par l'agence France-Presse, 11 garçons d'une quinzaine d'années étaient apparus hier déclarant leur identité, indiquant avoir été enlevés par les Amba Boys, les séparatistes anglophones. Selon une source proche de l'établissement scolaire, ces élèves seraient les 11 enlevés le 31 octobre. Dans cette région, les séparatistes ont décrété un boycott des établissements scolaires. Ils estiment que le système scolaire francophone marginalise les étudiants de la minorité anglophone du pays. Les attaques de séparatistes armés contre des écoles sont nombreuses depuis le début du conflit, fin 2017. C'est la saison 2 des Football Leaks. La première avait donné lieu à des révélations d'évasion fiscale. Cette fois, le fair play financier en prend un coup et le voile est aussi levé sur les dessous du transfert vertigineux de Kylian Mbappé au PSG. Vincent Ménard vous dit tout. Déjà champion du monde alors qu'il n'a pas encore 20 ans, la nouvelle pépite de la planète football, le français Kylian Mbappé, a connu une ascension fulgurante avec au passage un transfert très lucratif de Monaco au Paris Saint-Germain à l'été 2017. On en sait maintenant davantage sur les coulisses de ce transfert hors norme grâce aux Football Leaks, ces documents théoriquement confidentiels que se sont procurés plusieurs journaux européens. On apprend ainsi que le PSG, qui a déboursé 180 millions d'euros pour s'attacher ses services, lui a offert un bonus de 5 millions à la signature de son contrat et lui a garanti un total de 50 millions en salaire sur 5 ans, le tout net d'impôts. L'attaquant né à Bondy a aussi obtenu 30 000 euros par mois pour payer son loyer et 3 employés, un concierge, un chauffeur et un agent de sécurité. Il avait aussi réclamé en vain qu'on lui offre 50 heures par an de voyage en jet privé et une prime si le PSG était exclu de la Ligue des Champions pour non-respect des règles du fair-play financier. Autre demande non satisfaite, devenir le joueur le mieux payé du club, autrement dit dépasser Neymar et ses 30 millions d'euros en cas d'obtention du Ballon d'Or. S'il est récompensé le 3 décembre prochain, il devra finalement se contenter, entre guillemets, d'une prime de 500 000 euros, toujours net d'impôts. C'est le plus prestigieux des prix littéraires en France. Le Goncourt 2018 a été dévoilé ce mercredi. C'est l'outsider Nicolas Mathieu qui l'a décroché pour Leurs enfants après eux. Et il n'a pas boudé son plaisir.
Nicolas Mathieu pose pour les photographes et les caméras de télévision après avoir remporté le Goncourt, le plus convoité des prix littéraires. L'écrivain français a été récompensé pour son deuxième roman, Leurs enfants après eux, qui s'intéresse au parcours d'adolescents désœuvrés au cœur de la Lorraine. Le jury, réuni au restaurant Drouan, dans le 2e arrondissement de Paris, l'a choisi au 4e tour de scrutin, par 6 voix contre 4 à Paul Gréveillac. Ça me fait très plaisir que ce livre, qui est à la fois une tentative littéraire et politique, soit couronné, quoi, voilà. Tentative politique aussi. Non, mais oui, bien sûr, oui, parce que ça parle dès qu'on parle de la manière dont les gens vivent, c'est politique. C'est-à-dire comment ils s'aiment, comment ils se détestent, comment ils font pour vivre ensemble, comment c'est nécessaire et toujours un peu impossible. Son livre s'est déjà écoulé à 40 000 exemplaires, mais l'éditeur, Actes Sud, a lancé une réimpression. En moyenne, un Goncourt s'écoule à plus de 400 000 exemplaires. C'est la fin de cette édition d'Euronews Soir. Merci à vous qui nous avez accompagnés. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site internet. Très belle soirée à tous.